Enfin, c'était la dernière année du contrat du Grand Prix d'Émilie-Romagne sur le tracé d'Imola. Il n'y a pas eu d'adieu naturellement, puisque ce n'est pas un circuit qui va nous manquer, ça va simplement probablement disparaître dans l'ombre. Il n'y a pas eu de communiqué officiel, mais après tout, qui en a besoin ? On va enfin pouvoir dire au revoir à ce circuit historique, technique, adoré des pilotes, où chaque dépassement se mérite avec de grosses paires de testicouilles, un tracé unique que les pilotes adorent et qui permet d'avoir des courses serrées où dépasser est possible, mais requiert beaucoup de talent. On n'a pas besoin de ces grands prix où les organisateurs n'ont pas les moyens de s'aligner économiquement sur des pistes majestueuses pour 15 ans. Adieu la chaleur des tifosi et les maisons en bord de piste, et bonjour les stands de hot dog à $40 et les yachts en bord de piste sur des piscines sans eau. Bienvenue dans ce Formule Blabla, pilote par pilote, consacré au dernier Grand Prix d'Émilie-Romagne. Nous allons commencer, comme chaque fois, par un regard sur les stratégies, parce qu'il y avait beaucoup de choses à voir ce week-end, mais beaucoup de choses qui ont été contrariées par des incidents safety-caresques. Pirelli voulait annoncer une stratégie à 2 arrêts, et c'est ce qu'on pouvait attendre après l'introduction du nouveau composé C6 le plus tendre jamais produit par la gamme Pirelli. On en a beaucoup parlé ce week-end parce que c'était exceptionnel, tellement exceptionnel que personne en a vraiment voulu. Même pendant la qualification, certains ont compris qu'il était plus intéressant de prendre les C5, affublés des couleurs médium pour ce week-end, pour se qualifier correctement. Mais bon, sur les 2 arrêts annoncés, comme souvent la majorité des équipes ont tenté de faire un seul arrêt, ce qui a plutôt payé. On relèvera un petit pari intéressant d'Esteban Ocon, parti en fond de grille, qui a essayé de s'arrêter à la fin du premier tour pour mettre des pneus durs. Quelque chose qui aurait pu marcher de manière plutôt non ironique et intéressante si la première VSC n'était pas intervenue à cause de son abandon. On notera d'autres conséquences de cette première voiture de sécurité virtuelle, notamment pour Oscar Piastri qui a tenté d'anticiper son arrêt pour essayer de undercut Maximus Verstappen sur ce qu'il l'avait dépassé au départ. Et finalement, ça n'a pas payé puisque, comme on l'a annoncé, une grande partie des pilotes ne s'était pas arrêtés. Il s'est retrouvé coincé dans le peloton pendant une vingtaine de tours. Et ce qui a permis, lorsque la VSC est arrivée à Norris et à Verstappen, de rester tranquillement devant. Quoique pour Norris, je dis n'importe quoi, puisqu'il s'est arrêté un tour avant la VSC. Les gros perdants peut-être de cette première interruption étaient les Aston Martin qui s'étaient arrêtés en début de course et qui ne se sont pas arrêtés, essayant de récupérer les positions en piste. Mais bon, comme on l'a vu, on pouvait quand même se dépasser ici sur le tracé, que ce soit à la fin de la ligne droite principale ou à la sortie de l'épingle de Tossa, ce qui a donné quelques beaux dépassements et quelques petites sorties de piste aussi rigolotes. Et un petit peu plus tard, suite à l'abandon d'Antonelli, on a eu l'intervention de la voiture de sécurité, ce qui cette fois a permis un deuxième arrêt gratuit à des pilotes qui encore une fois étaient plutôt opportunistes ou vénards comme vous voulez, comme Verstappen et Norris qui est aux avant-postes. Je pense aussi à Alex Albon qui s'en est très bien tiré dans le lot, ou encore Lewis Hamilton. Les quelques améliorations apportées par Red Bull semblent plutôt fructueuses sur ce week-end, avec quelques améliorations apportées au niveau de la suspension et du train arrière, des améliorations qui semblaient dans tous les cas venir améliorer déjà un des points forts de la Red Bull sur ce type de virage rapide à Imola, avec une belle qualification de Maximus et une victoire qui s'est finalement jouée au départ au second virage, puisque maintenant le premier freinage à Tamburello et le deuxième virage, c'est le cas depuis quelques années, mais je digresse, Mais si Red Bull était un tantinet toujours en dessous de McLaren, l'écart était bien moindre que sur les week-ends précédents et surtout, ils étaient en capacité de gérer correctement leurs pneus et retrouver une de leurs grandes forces de l'ère de cette réglementation 2022 et retrouver jeu égal plus ou moins avec McLaren qui était devenu la référence dans le domaine. Pour la course de Maximus, au final, c'est encore une fois un vendredi difficile, pour Red Bull en général, mais il faut à nouveau saluer le travail qui a été fait entre le vendredi et le samedi à Milton Keynes, et avec un très très beau samedi du coup pour Verstappen, moins pour la seconde Red Bull, on va y revenir, et un très beau dépassement qui était décisif, un peu comme ça aurait pu être le cas à Jeddah. C'était le moment de dépasser ou jamais, il l'a fait à nouveau à Tamburello et il a réussi à rester aux avant-postes. Et le fait d'avoir une McLaren qui s'est retrouvée coincée dans le trafic et la seconde qui partait d'un petit peu trop loin, ça lui a facilité la tâche et il s'est rapidement retrouvé avec un rythme, ma foi, très similaire au McLaren. Donc, preuve encore une fois du très bon boulot, que ce soit du côté de Red Bull et de Maximus. Quant à Petit Noda, c'était un début de week-end
toujours en deçà, mais un tantinet prometteur, et toute la confiance est partie avec une erreur en Q1, trop agressif sur les vibreurs à l'amorce de la chicane Villeneuve. Ça a endommagé son fond plat d'ailleurs au passage avant d'aller taper le mur. On est plus centré dans les détails dans Popol, l'analyse de la qualif que vous pouvez retrouver sur la chaîne Blab Life 1 VOD. À partir de là, il est reparti de la voie des stands et pour la course, parti de la voie des stands et a profité du coup de réglages plus optimisés et a pu profiter d'un très long premier relais pour aller récupérer le point de la 10e place. C'était pas gagné sur ce type de tracé en partant d'aussi loin, mais il reste quand même du boulot à faire, même si le dernier relais de Tsunoda avec un très long relais en pneu médium est quand même à souligner. Un super tour de qualification de Oscar Piastri, je reste enthousiasmé par son second secteur notamment. Qui est dans une des plus belles portions du circuit et même du calendrier, j'ose dire, enfin du futur ex-calendrier. Petite blague parce que ça va disparaître du calendrier. En tout cas, on peut voir l'approche conservatrice de Piastri qui était presque anticipée bien avant le départ, disait-il que pour lui, dans tous les cas, même s'il perdait la position au départ, il savait qu'il aurait de quoi contrer, et ben finalement non, pas tant que ça, puisque après s'être arrêté finalement assez tôt comme on l'a vu, il s'est retrouvé coincé dans le trafic. Ça a été assez pénible de remonter, surtout qu'il était dans un train de DRS, donc avec des voitures qui étaient considérablement plus lentes mais plus difficiles à doubler en ligne droite, donc au seul endroit où on pouvait vraiment doubler à ce stade de la course. Et après avoir profité du coup de la voiture de sécurité virtuelle pour chausser un nouveau train de pneus, il est resté avec les mêmes trains de pneus jusqu'à la fin, ce qui lui a permis de récupérer la 2e place avant de se faire passé par son coéquipier en fin de course qui avait des gommes plus fraîches. Et pour parler de Lando Norris, parce que c'est vraiment le surnom, le sobriquet dont on va l'affubler cette saison parce que ça commence à faire un petit peu trop de boulettes en qualification, notamment lui qui avait finalement plutôt bien maîtrisé l'art de la qualification sur ces dernières années chez McLaren, avec en point d'orgue cette fin de saison 2025 avec beaucoup de pole position. Cette année, il a beaucoup plus de mal, toujours en difficulté avec le nouveau châssis de la MCL 39, mais surtout des difficultés en général pour aligner les 3 secteurs. Ça s'est à nouveau vu dans son second meilleur tour avec 2 erreurs notables au début du second secteur et à l'amorce de la Variante Alta, la chicane où on l'a vu faire les 4 roues en l'air. Et pour la course, en revanche, il y a eu 2 dépassements importants à faire et il les a fait avec, j'ai envie de dire, beaucoup de panache. Le premier face à George Russell, qui défendait admirablement bien comme toujours. Et dans les 2 cas, c'était 2 magnifiques extérieurs à la chicane Villeneuve. Je dois admettre avoir été surtout impressionné par le premier parce que, fallait vraiment y aller. Et sur le second, je pense que Russell défendait avec beaucoup plus de conviction que Piastri, qui savait, je pense, que son cas était plus ou moins désespéré et surtout qui voulait vraiment pas foutre les 2 McLaren dehors. J'ose espérer que Oscar a quand même cette sagesse-là qu'il n'avait pas tant finalement en fin de saison dernière, mais qu'à ce stade de l'année, il sait que ce serait probablement bête dans un Grand Prix où Verstappen va prendre 25 points de faire un double zéro. Lando, il va y avoir du boulot et on espère revoir la suite très prochainement à Monaco, même si, j'ose espérer avoir un petit challenger surprise sur le tracé atypique monégasque, autre que McLaren ou Verstappen, j'entends. Eh bien, pourquoi pas un Georgie Boy Russell, pour parler un petit peu de lui, qui, je trouve, encore une fois, fait un très très bon travail avec une 3e place sur la grille de départ, récupérée avec un train de pneus médium et qui plus est avec un début de tour qui n'a pas été optimal à la sortie du dernier double gauche qui génère la ligne droite principale. Il a été pris dans le trafic. Un 3e temps en qualification, je pense que c'était bien au-delà des compétences de la Mercedes ce week-end. Cette fois-ci, il a pu faire jouer certainement un petit peu de son expérience pour justement compenser un peu les difficultés qu'ils éprouvaient avec les pneumatiques sur les hautes températures. On sait que c'est une des grandes faiblesses de la Mercedes
ces derniers temps, et du coup ça s'est retranscrit surtout en course, où il a essayé de faire son maximum en début de Grand Prix pour retenir Norris, et ce qui lui a valu de non seulement détruire ses pneus assez rapidement, et en plus de cela, d'avoir l'impression que sa Mercedes était cassée. Et au final, non, c'était vraiment juste le châssis qui répondait très mal à ces températures. Et ça s'est senti du côté d'Andrea Kimi Antonelli, qui lui a eu un week-end vraiment difficile. 13e seulement sur la grille de départ, loin de Russell, comme on n'a pas l'habitude de le voir. Même si pendant la course c'était un petit peu mieux, on l'a vu assez compétitif, notamment face au Ferrari. Il a pu remonter grâce à la voiture de sécurité virtuelle pour remonter à une belle 6e place, mais a dû abandonner et j'ose dire compliquer la course de certains pilotes en ne s'arrêtant pas au poste de commissaire comme l'a sagement fait Ocon, en s'arrêtant suffisamment loin pour provoquer une voiture de sécurité. Très bon week-end chez Williams et pourtant grise mine. Des deux côtés du garage, Albon termine 5e quand on sait que la 4e place aurait été possible sans cette belle lutte acharnée face à Leclercus. Pour commencer avec lui, Albon tout au long du week-end, on l'a senti un chouïa en retrait face à son coéquipier et même si on l'a vu assez opportuniste pendant la course, il a surtout profité des diverses interruptions pour se retrouver 3e à un moment. On a osé croire au retour de Williams sur le podium. Je parle en Grand Prix et non pas en non-Grand Prix comme en 2021. Au passage, dernier podium de Williams remontant à Bakou en 2017 avec un certain Lance S. Sur la 3e marche, ce week-end, c'était le meilleur résultat de Williams depuis ce week-end-là, en tout cas en termes de points inscrits. Ceci étant dit, j'ose penser que Albon peut être un petit peu friable en fin de course lorsqu'il fallait aller chercher le dépassement sur Leclerc. Alors attention, Leclerc a émis une défense non seulement extrêmement rugueuse, mais en plus peut-être au-delà des limites, mais je pense qu'il fallait un petit peu s'y attendre aussi de la part d'Albon, parce que non seulement il a face à lui un pilote qu'il connaît très bien, dans le sens où Leclerc et lui s'affrontent depuis le karting, ils doivent bien se connaître, savoir que Leclerc c'est pas un pilote qui est facile à dépasser, et qui plus est sur les terres de Ferrari, on peut s'estimer qu'il allait tenter vraiment littéralement tout, et c'est ce que finalement il a fait, mais là c'est vraiment pour pignailler, si j'ose dire, parce que je trouve que encore une fois Albon fait un très très bon début de saison. 40 points d'inscrits, c'est 4 fois plus que son coéquipier, même s'il y a des circonstances qui viennent le justifier, et encore une fois c'est avant tout le résultat final qui compte. Quant à Sainz, c'était peut-être son meilleur Grand Prix depuis son arrivée chez Williams, très compétitif depuis le début du week-end, en qualification également, même s'il a souffert justement du petit train de trafic dans lequel il était pris avec Russell et Gasly. En course, il a eu plusieurs belles luttes, une belle qui est passée totalement à la trappe face à Alonso. J'ai dû la rattraper pendant la course en replay parce que à un moment, je me suis dit, tiens, mais Sainz est devant Alonso, qu'est-ce qui s'est passé ? Parce qu'Alonso avait réussi à contrer son undercut et je crois pas que la direction de course, la réalisation l'ait montré. Donc, il y a eu un beau dépassement à l'extérieur d'Alonso au freinage de Tamburello. Et pendant la course, eh bien, lui, il a été victime, au contraire de son coéquipier, des timings des voitures de sécurité. Mais voilà, il ramène quand même 4 points, ça semble très très maigre après une 6e place sur la grille. Et clairement, le fait que Williams était certainement la 3e force ce week-end. Enfin, 2e et demi après la Red Bull, parce que, encore une fois, Red Bull, il n'y a qu'une voiture. Et on va parler de l'agréable surprise du week-end, agréable surprise si j'ose dire, toujours avec une teinte de déception, avec Alonso 5e, Stroll 8e en qualification, parce qu'en course c'est 11 et 15, voilà. Très belle exploitation des pneumatiques médium pendant la qualif, et en plus de cela, des améliorations qui sont arrivées, qui semblaient plutôt bien fonctionner. C'est l'équipe qui a ramené le plus de nouveaux éléments ce week-end, donc
Faut vraiment qu'ils en profitent avant que tout le monde ramène les grosses améliorations à Barcelone. Pour la course, ça a été une course avec un faible taux de réussite chez Aston, puisqu'en début de course, on a voulu couvrir Sainz qui s'est arrêté très tôt et naturellement, on a été piégé par la voiture de sécurité virtuelle à la mi-course et lorsque la décision a été prise de rester avec ces pneumatiques qui étaient usés, on a vu les Aston Martin chuter dans le tableau, incapables de se défendre. Dans tous les cas, je pense que ça peut être un semblant d'optimisme en interne, que ce soit pour Alonso, qui pour une fois a pu vraiment se battre ce week-end. Ça devait faire très longtemps. Son compteur de points reste à 0 malgré tout, mais bon, la course était là. Et pour Stroll, qui, j'ose l'espérer, va retrouver un petit peu de son envie de vivre, parce que c'est vrai que ces derniers temps, il était complètement à la ramasse face à Alonso, et quand la voiture commence à marcher, on le sent un petit peu plus dynamique. Ferrari continue vraiment à souffrir, surtout en qualification. On espère très rapidement que les améliorations attendues pour les suspensions pourront résoudre les problèmes de gestion pneumatique. Je rappelle que la suspension, c'est vraiment le changement majeur de Ferrari pour cette saison 2025. On repart pratiquement d'une feuille blanche, en quelque sorte, avec des suspensions avant attirants, et ça pourrait être justement ce qui va faire la saison de Ferrari, c'est si oui ou non ils sont capables de les comprendre, ces nouvelles suspensions, et de les exploiter. On sait que pour McLaren, ça a pris, je le rappelle, pratiquement 2 ans, entre 2022 et fin 2023, pour qu'ils reviennent un peu dans la course. En tout cas, Charles Leclerc, ça a été un nouveau week-end extrêmement fort. Je pense qu'il a maximisé tout ce qu'il a pu, que ce soit en qualification et en course. Malheureusement pour lui, il n'a pas pu s'arrêter lors de l'intervention de la voiture de sécurité en fin de Grand Prix, parce qu'il n'avait plus de train de pneus pour aller jusqu'au bout. Il lui restait uniquement des pneus tendres, mais avec tous les tours qui restaient à faire, et le fait que les pneus tendres tenaient à peine 3 tours, c'était hors de question pour lui de s'arrêter. Donc malgré tout, il a bien tenu, on le sentait très pessimiste avant la relance, notamment sur le fait de pouvoir mettre les pneus durs usés en température, et finalement, et c'est un point sur lequel je voulais insister avec Oscar Piastri, les deux étaient plutôt compétitifs à la relance. Là, on pouvait s'attendre à les voir chuter rapidement. Et finalement, Piastri a réussi à tenir plusieurs tours devant Norris, et il était plutôt dans le coup, et Leclerc, il a tenu Albon pendant 5-6 tours, ce qui était vraiment pas mal. Bon, une fois qu'il s'est fait passer par Albon, il pouvait plus rien faire. Et aussi, est-ce que, j'en viens à me demander, comme c'était le cas à Miami, est-ce qu'il pilote pas un petit peu de manière dégueulasse en roue contre roue pour faire le jeu de l'équipe? Parce que je tiens à le rappeler que la dernière fois à Miami, il fait un dive bomb immonde sur Carlos Sainz. Alors attention, quand je dis immonde, c'est pour moi, ça reste dans les règles du jeu, mais il force un petit peu Sainz hors de la piste à Miami, ce qui permet à Hamilton de passer. Là, il force un petit peu Albon, un peu complètement Albon, hors de la piste, et permet à Hamilton de passer. Pour Hamilton, c'est toujours difficile, mais il semble se rapprocher de plus en plus de Charles Leclerc, commençant un peu à prendre la mesure de la Ferrari, qui est tout aussi délicate. Prenant au passage la 4e place étant son meilleur résultat en rouge. Il a été dépassé par Antonelli au départ, mais il a réussi à le repasser après la voiture de sécurité virtuelle, et la seconde voiture de sécurité lui a offert un arrêt gratuit et lui a permis de venir aller défendre ce beau résultat final dans une situation qui semblait désespérée depuis au samedi soir après une qualif décevante. Et si jamais depuis quelques instants le son vous semble bizarre, c'est parce que je me fais envahir par un petit chat qui a grand besoin d'attention depuis la disparition d'un autre petit chat à la maison. Donc je vais essayer de continuer à travailler tout en étant dérangé. On va y arriver. Tu veux pas aller le chercher là plutôt que de m'emmerder Isaac Hadjar continue d'amasser des petits points ici et là et à monter dans l'estime du management Red Bull avec un nouveau bon week-end dans sa RB, avec un potentiel peut-être gâché avec une erreur dans son dernier tour de qualif, sachant que le premier l'avait placé provisoirement 5e, ce qui était très encourageant.
Au départ, il se fait passer rapidement par Leclerc et Gasly et finalement semble lancer vers une course assez frustrante. Et puis les VSC et SC lui ont permis de finalement assurer de bonnes places. À noter qu'il était 4e avant l'intervention de la voiture de sécurité, enfin 5e puisque Piastri l'a dépassé juste avant. Et ça lui a permis de se stabiliser en 6e, 7e place tout au long de la course. Et ensuite, lorsque la voiture de sécurité est intervenue, ça a rapproché des candidats comme Carlos Sainz qui ont pu le repasser en fin de course. Et heureusement, il a réussi encore une fois à lutter contre Yuki Tsunoda et cette fois-ci préserver sa 9e place du pilote japonais et de l'autre Red Bull, ce qu'il n'avait pas réussi à faire la dernière fois à Miami. Mais une fois n'est pas coutume, c'est la première des Racing Bulls / AlphaTauri / Toro Rosso, qui est la 2e Red Bull du week-end. Puisque Liam Lawson, ce week-end, ça a été un week-end fort frustrant avec une élimination en Q1 encouragée par le drapeau rouge causé par Colapinto. Hadjar a subi le même problème, mais il avait enregistré un temps suffisamment bon pour passer en Q2. Et pour Liam Lawson, ça continue d'être très difficile parce que en course, il n'a pas été aidé par les situations de voitures de sécurité et sécurité virtuelle, mais il était quand même dans le lot et n'a rien fait de particulièrement notable, ce qui est fort dommageant pour sa carrière actuelle. Les 2 autres Grands Prix seront, je pense, importants parce qu'à l'heure actuelle, Arvid Lindblad est en train de faire un très très bon début de saison en Formule 2. Un peu passé dans l'ombre, les kicks de Bortoleto et Hülkenberg étaient très en forme ce week-end. Même si pour Hülkenberg, la Q2 s'est retrouvée gâchée par une erreur en arrivant dans le double gauche de Rivazza et avec un temps qui l'aurait très certainement propulsé en Q2, même si ça aurait été au détriment de son coéquipier, qui est pour le coup passé en Q2. Encore une fois, Bortoleto, on voit que l'écart en qualification, on est sur du 4-3 pour un Hülkenberg qui est vraiment réputé comme un très très bon pilote en qualification. Ça met un petit peu en avant le beau boulot de Bortoleto. En course, Hülkenberg les deux ont été assez malchanceux. Très bon rythme pour Nico Hülkenberg, même si en course, il se retrouvait au mauvais moment lorsque la voiture de sécurité est arrivée en fin de course. Il était sur des pneus usés et s'est fait gratter par tout le monde qui était en pneus plus frais derrière, ce qui lui a valu une 12e place, qui est un résultat honorable pour la kick. Quant à Bortoleto, termine 18e, mais la course était fort frustrante puisqu'il s'est retrouvé dans le top 10 à un moment grâce à la sortie de piste de Gasly en début de course. Malheureusement, il s'est fait piéger comme de nombreux autres en s'arrêtant en début de course et en se retrouvant piégé par la voiture de sécurité virtuelle, ce qui l'a condamné à se retrouver en fond de grille très rapidement et à partir de là, il pouvait plus faire grand-chose. Un nouveau beau week-end gâché chez Alpine après que Pierre Gasly ait démontré du bon rythme en essai libre et en qualification, gâché par le trafic en Q3, ce qui, comme je l'ai dit pour Russell et pour Sainz, a compromis du coup son temps en qualification, parti 10e. Il a tenté de trop résister à l'extérieur du virage 10 face à Leclerc, et s'est bêtement mis dans le gravier, ce qui a compromis toute chance de marquer des points. Quant à Colapinto, qui a bien colapinté son Alpine dès son arrivée, que voulez-vous, son rythme était plutôt décent pendant la qualification. Pendant la course, il n'a pas pu suivre le rythme, même si c'était dû au fait que les stratégies étaient décalées et que Colapinto a été colapinté au stand assez rapidement, comme de nombreux autres dans les 10 premiers tours. Et à nouveau, un week-end en dents de scie chez Haas, avec des améliorations qui, dans un premier temps, ont été greffées sur la Haas de Ollie Berman, puis sur celle de Ocon le samedi. Comme ça avait été le cas plus tôt cette saison, je ne sais plus si c'était... je ne sais plus à quel Grand Prix, mais on avait eu le cas où justement Ocon n'avait pas eu l'amélioration le vendredi et était totalement perdu le reste du week-end. C'est exactement ce qui s'est passé, que ce soit le samedi et le dimanche, ça a été compliqué, même si avec sa stratégie assez audacieuse de s'arrêter à la fin du premier tour, on aurait pu, avec un petit peu de chance, remonter dans les points, si ce n'était, comme pour Antonelli, le fait que c'est lui qui avait causé la voiture de sécurité virtuelle à ce
moment-là. Ouais, et là, le chat, il est en train d'hurler à la mort, donc désolé d'avance, mais il est tout seul, il est triste, il hurle à la mort pour que... je sais pas. Ça va pas le faire revenir, hein. Bref. Et Oliver Burman, on a eu le temps d'en parler le samedi, son temps qui lui aurait permis de passer en Q2 a été enregistré 3 secondes après le drapeau rouge, ce qui était beaucoup trop tard. La chance semblait être de son côté, puisque la première VSC lui a permis de ressortir dans le top 10. Mais hélas, roue mal fixée lui a forcé de repasser au stand, donc pas de bol. Mais bon, il faudrait aussi que As reprenne un petit peu ses bonnes vieilles habitudes, ça fait plaisir. Allez, sur ces notes de sagesse, moi je vais m'occuper d'un nouveau chat solitaire, et je vous donne rendez-vous, je l'espère, dans une semaine. Déjà pour le samedi, pour le débrief de la qualif en direct pour Popol, pour le blabla qualif, et puis pour le débrief pilote par pilote. Des gros bisous et à très bientôt.